effectivement, Constantin Cavafis est une grande poète, incontestable, mais il est quand même resté de l'homme du 19e siècle d'Istanbul, d'Alexandrie. Donc, il est lié par contrat à un certain milieu de marchandage, en paroles, en marchandises, en hommes, en espèces, en jouissance. Donc, il y a des limites. Quand il écrivait cette grande poésie qui dit que là où tu vas porter ta ville avec toi. Effectivement, il n'a pas éclairci le contenu de cette ville qui consiste d'abord là où tu vas, c'est-à-dire voyager. Les gens de voyage, là, tu ne peux te fier que au dire des gens de voyage, c'est-à-dire là où habite un sédentaire. Tu n'écouteras jamais comme vérité une parole d'un sédentaire. Là, tu ne peux avoir en partance que tu vas partir de cette ville, tu vas quitter le départ. J'explique une seule vers seulement. Tu ne peux te renseigner que auprès des gens de voyage en instantané. Tu vas avoir la totalité du monde habitable et voyageable en fractal et en identique et transposable toujours en tout lieu, en toute place, en ce que Alain Badiou appellerait espace. Non pas au-delà, ni ailleurs, ni jadis, ni futur. Complètement en simultané, en fractal, identique, inaliénable, et toujours en fourberie, extraordinairement déchiffré, seulement pour un séjour temporaire. Transposition nécessaire des idées ou des concepts de l'entendement des catégories en homme et en fait pour les hommes de voyage. Non pas des touristes qui n'a absolument rien à voir. Un instantané me suffit de savoir le savoir absolu et la totalité. Donc, alors, selon les dits des étudiants d'antan de Hicham Slev, grand linguiste du XXe siècle, alors il y a une anecdote qui se propage dans l'université, partout, selon laquelle, en fait, Hicham Slev aura raconté cette histoire pour montrer cette confusion de langues peut être tellement périlleux dans certaines circonstances. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, les aviateurs allemands ont une difficulté dans leurs avions, donc, dès qu'ils ont compris que l'avion va chuter, et ils se sont jetés avec le parachute sur l'Angleterre. Donc, il a 2 minutes, il bombardait l'Angleterre. Maintenant, ils descendent en Angleterre de parachutistes allemands qui ne connaissent pas très bien la langue anglaise. Donc, on va voir la suite. Alors, il descend dans un lieu tranquille, dans une clairière d'une forêt et tout. Il marche, il cache bien sûr le parachute et tout. Et il se passe comme 2 Scotch écossais. Alors, il trouve un village
il entre dans une brasserie, là, et l'un d'entre eux, en fait, il dit tout scotch dry, tout scotch dry. Il a dit, en fait, le garçon a demandé est-ce que vous voulez dry ou il dit, il a répondu, je crois, zwang. Non, zwang, scotch, ein dry. Bon, donc ils ont parlé allemand, mais zwang, ça peut être aussi zwang, c'est-à-dire un forçage. Ça peut être donc deux Écossais vous êtes forts, mais dry, c'est trois, ça fait trois. Donc, très simple, mais ça leur a valu la tête. Ben, bien avant des siècles, notre Shemsi Tabrizi raconte une histoire qui passe apparemment en Anatolie, mais là, il y a un monde cosmopolite, il y a des propriétaires des ânes arabes et il y a des cheikhs persans qui louent leurs ânes et tout. Le cheikh persan dit à l'arabe qui loue les ânes, tu me montrais des belles ânes l'autre jour, mais tu m'en as donné un qui était malade et je tombais là-dessus. Tu m'en trouvais une belle âne, belle âme. Mais les gens autour de lui, ils ont dit qu'en fait, il est arabe, il ne comprend pas ton parfait persan. Et tu essaies de lui raconter ça en arabe. Alors le cheikh persan, il se promène, il pense, il réfléchit, il trouve des mots justes arabes, mais il construit des phrases, il prépare une speech, ça dure 1 heure, et il appelle l'arabe l'après-midi, donc il dit, arabe, viens, qu'est-ce que tu veux encore, dit-il, cheikh persan qui ne connaît pas des courants, enfin, il n'arrive même pas à lire le Coran en arabe, mais il est devenu cheikh. C'est ça l'histoire racontée au fond par notre Shemsi Tabrizi, qu'il est lui-même persan. Tabriz, c'est une ville très connue de Perse. Alors, il critique comme quoi les scientifiques théologues persans, ils ne connaissent pas suffisamment arabe, ils n'arrivent même pas à parler avec une locateur d'âne, belles âmes. Alors, après tant d'exercices en arabe, persan sauf ces trois mots, moi, demain, je suis en. Moi, demain, je suis belle âme. Arabe, ok tout de suite. Pourquoi pas maintenant C'était juste
comme ça l'histoire. De confusion de langue, tu peux perdre la peau ou bien le cul. Alors, on peut supposer une série irréelle. Toutes les séries sont irréelles, effectivement, dès qu'il s'agit de mathématiques, des chiffres, en rapport entre les petites unités supposées, et multiplier, soustraire l'un à l'autre, en addition, en division, transversale, horizontale, verticale, et en ratio. Donc transversal, c'est ça. Alors, supposons que un moi, n'importe quel moi, humain ou surhumain, surespace, dans un surespace et dans un sur-temps, et dans une surétendue, et donc sur une surface, pour ne pas dire hyperbolique, c'est-à-dire dernière limite, et encore la même chose, mais au sens englobant, et Uber. Uber veut dire dans son extrême limite qui se superpose avec un excédent, surplus. Bon, imaginons que moi, j'émane comme émanation Dieu, soit mortel, soit demi-mortel, soit mortel. C'est-à-dire un âme animant, capable d'animer, en tant qu'individu, il peut être mortel, mais en tant que genre il peut être immortel au sens de ceci, il peut être semi-mortel ou semi-immortel, mais dépendant toujours des conditions. Donc, une espèce de Dieu autonome, mais conditionné, hypothétique. Un Dieu hypothétique, je l'appellerai plante. Un Dieu, l'autre encore, hypothétique, mais en mouvement, c'est-à-dire capable de mimétisme, parce qu'il est sexuel et il faut qu'il se tourne, parce que comme il n'est pas fixe dans un milieu topoïde privilégié, donc propice à son développement, à son éclosion et déclosion, à ses multiplications non sexuelles, parfois sexuelles, chez la plante Dieu. Quand il s'agit d'un animal Dieu, donc au sens de fausse, Dieu, déesse, fausse, la lumière, c'est-à-dire l'éclat. L'éclat, cette fois-ci en mouvement, est capable d'être de pâtir vraiment, non pas au sens humain du terme. Il y a Dieu humain, semi-Dieu humain, mais pâtir, c'est souffrance. Donc il est pâti, cette espèce de Dieu animal, et disons, pour le nommer provisoirement, on l'appelle depuis au moins 2500 ans, Dieu Pan, qui souffre et qui souffle également avec le vent. Le vent, c'est Dieu. Parfois, on peut le représenter, on a le droit, comme cantor. Donc, déjà, semi-homme, mais avec une bâtie de taureau, fertile, mais souffrant à cause de cet être sexuel et
avec cette distance à parcourir est copula. Copula, c'est-à-dire espère, copula, un sujet avec une prédicat de positionnement apposé. C'est-à-dire l'acte sexuel pour se reproduire et pour mourir. Dieu meurt. De cette manière, on peut engendrer tout, on peut faire émaner et on peut faire de sorte que les choses s'émancipent aussi. D'abord, les choses vivantes, eh bien les artefacts s'émanent, se faire amener à l'existence sous la main, vorhanden, et qui se circulent dans leur substituabilité partielle et réciproque. Tout à l'heure, on parlait d'un rapport de causalité si l'arbitraire du signe, entre l'arbitraire du signe et l'arbitraire de l'esprit humain. Là, il ne faut pas se réduire à une causalité linéaire. Là, effectivement, il s'agit, comme on dit, d'une action réciproque, dite par Kant, mais pas assez réfléchie. C'est-à-dire, il peut y avoir une dissymétrie respectueuse. Une différence maintenue en tant que différence. Et il n'a pas remédié par une fascisme anticipante comme celui de Fichte et les autres qu'on peut parler d'un certain théoricien du fascisme en Italie, et bien sûr les applications organistes de Goebbels. Bon, c'est pas notre sujet. J'aime pas le mauvais usage du kantisme fait et toutes ces anticipations. Je préfère émanation qu'une idéalisme anticipé. C'est-à-dire parti, congrès, révolution et dissolution, c'est-à-dire coup d'État et bonapartisme. Cabinet. D'hommes et toutes les manigances qui recommencent. Bon, les choses ne sont pas arbitraires, mais stratégiquement déjouées dans leurs appellations. Je ne sais pas du côté du réalisme des nominalistes, on n'est pas si dupe que cela. Quand on dit Parti communiste, il faut penser c'est un fourberie renversée, etc. Donc, la vérité, pour nous, c'est toujours au-delà des appellations. Les onomatopées, c'est pour danser et pour irriter d'abord comme un effet d'étrangeté de notre état actuel et de notre assurance confortable dérange. C'est-à-dire de faire de sorte que les choses se déplacent, se disloquent, ce que j'appelle émanation, et non pas d'une potentiel mobilisé, et qui revient au même. Une potentielle insurrection d'idées provoquées. Provoquer, c'est-à-dire clésis, appeler, clamer, voilà, clameur, même tumulte, même
bruit. Là, comment on va s'arrêter? Il faut penser. Alors, si on catégorise par un éventail large de possibilités, sur papier, c'est-à-dire d'une manière a priori, indépendamment des conditions de réalisation et de faisabilité, bien sûr. C'est facile à étendre mon niveau d'analyse à la manière de Ibn Arabi qui appliquait au Coran en ce qui concerne toutes ces anecdotes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les prophéties en scala, en éventail de couches d'émanation, de chiffrage, à tous les dieux grecs à loisir. C'est pas mon affaire pour l'instant. Dieu Pan me suffit. On va parler peut-être des jambes de Zeus pour y revenir à cette petite emboîtée qu'on appelle Oedipe. Alors, pour notre expérience au sens véritable d'Erfahrung en laboratoire, pour les paramètres, les conditions et les limites, on va se confier uniquement aux applications, c'est-à-dire aux procédés actuels et complètement juridiques et se rassemblent sous le titre général et inébranlable du droit du contrat consigné. C'est-à-dire que une volontaire qui va participer à cette expérience, non pas un cadavre à son insu ou malgré sa signature qui a donné quand il était en vie, mais qu'il a changé d'avis au moment de mourir et il n'a pas annulé le contrat. C'est ça qu'il faut discuter. Ça n'a aucune valeur, une signature d'une donation d'organes par lui-même après sa mort. Enfin, à condition que les organes lui soustraient après sa mort. Et par ses proches, encore beaucoup plus problématique, c'est il faut complètement supprimer ou bien il faut conditionner strictement. Eh bien, nous sommes sous le signe de contrat avec tous ces débats parce que, au fond, jusqu'à le moment où nous allons dépasser cette morale par provision ou provisoire et complètement cartésien. Parce que nous sommes actuellement dans la diversité des théories morales et nous sommes maintenant dans un terrain d'application, donc capitaliste, démocratique, légal et contractuel. Sinon, la société civile bourgeoise n'existerait pas sans toutes ces conditions légales. Nous sommes sous ces lignes et support, sur surface, je vous dis, et non pas dans les profondeurs d'une caverne qui sera ou dans les montagnes d'Afghanistan dont la propriété est douteuse. Non, nous sommes à New York, Berlin, Londres, Hong Kong, Tokyo, bien sûr. Alors, dans cet énorme consensus que nous allons faire notre idéal de beauté durable. C'est-à-dire, non pas du tout éternité, pas du tout immortalité, mais nous allons enlever toute la négativité en travail de ce sujet au sens de
sujette à notre Maintenant, je suis expérimentation face volontaire. Entre guillemets, parce que métaphysiquement, on peut discuter les limites de la volonté ou d'une consigne. Il ne s'agit pas quand même d'une œuvre artistique, ni encore moins de la littérature, mais une application complètement dans le sens de biotechnologie, médecine, chirurgie et plusieurs disciplines, y compris les philosophes, psychologues, d'emblée. Voilà les conditions que j'appelle hypothétiques, mais on a résolu quand même le problème parce qu'il n'y a aucun problème. On est dans une civilisation bien avancée et en consensus total, bien qu'il y ait des débats là-dessus, sous le fond des choses, ça appartient aux philosophes et non pas aux applicateurs de cette métaphysique spécialiste qu'on peut appeler une science régionale appliquée, qu'on peut facilement donc apprendre dans l'académie et mise au service de l'industrie parallèle des silicium, électrocène, télétechnologie, logotechnologie, etc. Parce qu'on peut aussi jouer avec la manière de parler, cogiter et de s'exprimer, surtout sur l'expression de ce sujet, non pas subjectif, mais de cette sujette, assujetti, qui sera bien sûr l'exemple de l'exemple de l'humanité, momentanément bien sûr. Sinon, on tomberait dans la perversion fistéen ou d'un communisme ici, maintenant, aujourd'hui. Là, c'est loin de nous. Ce n'est qu'une expérience. On ne peut pas faire de révolution pour l'expérience. La vie et l'histoire n'est pas un champ d'expérience. Chacun a son petit domaine d'expérience qu'on appelle la vie. On n'est pas dans une attitude naturelle, mais dans une réduction appliquée. Donc on est non pas dans l'ontologie uniquement, mais dans une phénoménalité, donc dans la phénoménologie complètement, dans les méthodes phénoménologiques, cette fois-ci appliquées. J'espère que vous avez tout compris comme les conditions préalables pour notre non pas factice, mais un projet lancé auprès des grands financeurs et sûrement auprès des ceux qui sont volontaires. Comment on disait bénévolat, voilà, bénévolat est exigé. Bénévolat est exigé, mais tout échange d'argent, c'est possible. On n'est jamais interdit, bloqué par scandaleux des contrats et des sous-contrats entre les personnes légales, adultes, conscientes de soi, bewusstsein, et tout est écrit, sauf qu'on n'inventerait absolument pas Ewigkeit, ni l'éternel, et on serait dans une couche complètement séculaire, mais sans absolument pas nier l'existence et, s'il est possible, de l'intervention divine, ce qui nous dépasse. Dieu aussi, il est libre d'intervenir à tout moment de l'expérience, ça n'empêche rien. Aucune barrière contre Dieu. Il peut à tout moment participer d'une manière participative ou comme obstacle
à notre expérience hypothétique, mais catégoriquement apodictique. Dès qu'il commençait, il n'a pas trouvé le tout quand même. Alors, l'énoncé exact de Friedrich Nietzsche dans Zarathustra, c'était en turc, je préfère, parce que c'est une grande poète qui a traduit, İsmet Zeki Eyüboğlu. Eh bien, horon teperek geçer insan şeylerin üzerinden. Donc, en dansant, sautillant que l'homme passe sous les choses, en les écrasant, sans aucune considération dans leur être et son devenir. C'est ce que ça veut dire marcher en écrasant. Heureusement qu'il y a une résistance de la nature malgré tout, malgré toutes les modifications. Elle a quelque chose de divin encore de l'ordre d'Isis, Osiris, presque inébranlable. Et elle nous permet qu'on joue avec elle, parce qu'elle n'est qu'une petite sourire dans le cosmos où il y a encore des mêmes lois, mais prolongées virtuellement et, disons, plus plastiques, plus élargies. Aujourd'hui, j'ai appris une notion qui s'appelle surespace. Surespace serait une sorte d'hyperbole de l'espace qui englobe notre espace visible. Effectivement, dans la physique aussi, il y a des ondes, des lumières visibles et non visibles. Il faut penser en parallèle de cela. Il y a un monde invisible qui constitue l'extrême limite extérieure de notre monde visible seulement à travers le télescope au point, et non pas à l'œil nu, bien sûr. C'est déjà fantastique, le ciel à l'œil nu. Et voilà, il y a plusieurs mots en plus en ajoutant un préfixe Übermensch aussi, c'est un peu comme ça, extrême limite de l'homme. Là, normalement, ça superpose exactement avec l'homme, mais c'est quelque chose de plus excédent et qui l'englobe. C'est extrême, grands à la fois comme intériorité l'espace ou l'homme que nous avons ou nous sommes, mais c'est quelque chose qui n'a pas fini, qui n'a pas limité. Je veux dire, l'espace de l'homme, tel qu'on le connaît, limité, ou partes extra partes, mais comme sphère, un espace sphérique qui englobe tous les globes connus et qui reste exactement même avec le connu, mais ça courbe, ça rétrécit ou ça rallonge, c'est long. C'est selon, ça veut dire qu'il y a une relativité. On ne sait pas très bien d'où vient, c'est-à-dire à quoi ça dépend. Et j'ai tendance à dire, à partir de le point de l'observateur ou le point subi à tout ça, que nous, autant que nous parcourons, entre guillemets, une trajet, eh bien, si c'est long comme distance, ce trajet, eh bien, courbure est minime, infime. Si la courbure ou plissement de l'espace se complique,
par rapport à notre espace euclidien, qui est supposé neutre, uniforme, et qui a 3 dimensions. Alors si on ajoute justement un quatrième élément sur le temps, mais le temps Zeit, finalement il faut dire rythme, même on peut dire arithmos kinéséos, autant qu'il y a un froissement et une extension spatiale. C'est ça, kinésis, dans ce cipher-là. Il peut y avoir froissement et pourquoi pas des abîmes qu'on peut appeler le trou noir. Là, ça complique encore le trajet, mais on ne sait jamais, on ne peut être jamais sûr si c'était le court-circuit, c'est-à-dire le plus court chemin qui soit possible. D'où vient, si on un peu mythologise ce propos, d'où vient que tout le monde est égal, non pas au sens ni qualité ni quantité, mais sous ce point-là, invariablement des trajets qu'on peut prendre est l'espoir de vie dans la longévité et dans une destin très court, y compris les avortons, ce qu'on appelle mort-nés, et tout rejeton invariablement passe par là. On a vu les tombeaux des bébés, pour qu'il y reste quand même un signe emblématique. C'est pas obligatoire d'avoir un tombeau ni pour les bébés, ni pour les adultes, ni forcément pour la sainteté. Mais on peut arbitrairement choisir un lieu pour commémorer, pour une occasion de commémorer une sainteté, un saint Evlia, Nebi, Hermich, voilà. Dès qu'on dit ceci, effectivement, je me demande si on devient catholique, entre guillemets bien sûr, c'est pas forcément chrétien, mais catholique au sens conceptuel du terme, par rapport à toute cette singularisation, personnification de l'intégration au rapport singulier, abusé, etc. Bon, Église réformée, c'est très bien, de plusieurs aspects, mais un catholicisme quand même, ça nous donne une sorte de séjour, habiter le cosmos d'une bizarre gleich, je veux dire, d'une équation qui nous égale, mais c'est une équation des incommensurables, selon nos mesures, bien sûr, aux yeux de Ewigkeit, disons, si on permet l'expression, tout est examiné avec une neutralité si c'est possible, avec une impénétrable table de close, je dirais cause, table de Éton, pardon, en grec, éton, voulait dire, aura voulu dire cause, éton, d'où vient éton? Il y a un autre mot pour dire car, c'est parce que. C'est une sorte de... voilà. J'ai tendance à dire igitur, c'est donc ceci. C'était donc ceci. Ce n'était que...
n'était donc que ceci. Ceci, c'est-à-dire la fin d'une vie singulière. Alors, il n'y aura pas autrement. Il était possible qu'il soit autrement passé, mais c'est ton destin, c'est ton topoï. Voilà, distribution, justice distributive encore, et non pas réparatif. Réparation, c'est notre civilisation qui est dans le symbolique qui est sien, essaie de surcharger, enfin, prendre en charge de la justice divine, qui fait un simulacre, bien sûr, qui ne fait qu'un simulacre. Donc, j'ajouterais qu'une épi de blé, ou au sens général, un bourgeon de vignoble, alors une captivité, une belle image, une métaphore, qu'on peut généraliser pour toute culture humaine. Et tout ce qui se pousse sous la surveillance, sous le soin porté par l'homme est très ambigu. Cet amour donné à la plante ou au bétail d'élevage pour une durée limitée, calculée, prévue. Alors, c'est à la fois très sincère, à la fois très calculé et très intéressé. Et donc, d'abord, dans l'origine de l'agriculture et de l'élevage, il faut voir une promesse, un premier acte moraux, entre guillemets, humaine. Ce sera une promesse donnée à la nature ou à l'autre homme à travers le blé ou le mouton, le coq, etc. Et l'animal ou la plante devient intermédiaire, donc une sorte de médiation, un outil, un instrument instrumentalisé d'une promesse qui lui concerne, qui concerne la plante comme objet, mais c'est pas une promesse donnée à la plante, mais à l'autre homme. C'est ça, bizarrerie, un usage, une use, un intérêt dans la proximité, dans l'occupation intime, soigneuse avec la nature, à la nature. Bizarre. Parce que j'avais écrit un poème sur une pierre, un poème très, disons, tôt, de tendre âge, un piège, je le déclarais, une promesse donnée à un bétail, à un oiseau. Donc une pierre est une promesse donnée à l'oiseau qui est proie, non pas proie du piège, mais notre proie. Et piège est notre intermédiaire, mais la promesse comme gage a un statut de tiers entre l'oiseau et l'homme, comme tiers, donné en gage, et jeté plutôt en gage vers l'objet, vers ce qui est visé, dont la finalité, encore l'homme, ni le piège, ni l'oiseau, les deux autrement instrumentalisés, et tout retourne à l'homme, et pour qu'il absorbe, pour qu'il complète le cercle d'appropriation ou, entre guillemets, de conscience de soi, n'est-ce pas? Apporter les choses de loin à sa proximité. Premier acte d'appropriation
et de compréhension, non pas fait par la main, mais par la main d'autrui, par procuration de pièges. Pièges comme procureur de roi ou procureur de la République ou procureur de la tribu. Bizarre. Piège, donc, une chose commune, au sens de Sartre. Un objet commun, donc un premier outil est un objet commun qui sert à l'appropriation. Donc un objet exproprié, commun, généralisé, réitérable, qu'on approprie, mais seulement par l'usage. C'est-à-dire, on ne l'approprie pas tout à fait. N'importe quelle autre pierre, n'importe quel instrumentalisé peut faire l'affaire, car le concept même de l'instrument, la forme, est séparé ontologiquement de sa matière, abstrait de sa matière. Donc une pierre a un statut déjà de l'argent, de la monnaie. C'est ça l'énigme. Tous les mots, tous les signifiants fonctionnent à peu près comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que n'importe quel X peut faire l'affaire. Dans mon discours sur Durkheim-Arbeitung, on cherche un X par rapport à quel on a un sentiment de manque. On manque d'X, mais on ne sait pas on manque de quoi. Et cet X seulement un préconcept est devenu concept, c'est-à-dire cristallin, clair et distinct. Et l'objet tout de suite est trouvé parce que l'objet était toujours là, comme matière, mais la forme était en nous. Je sais que c'est très aristotélicien ce que je raconte, mais personne n'a raconté histoire d'instrumentalisation et de fétichisation et de valeur d'échange et de substituabilité à travers ce soubassement aristotélicien de quatre causes. Tout ce qui se passe dans les rapports très très compliqués de quatre causes. Voilà. Il y a même une finalité qui se joue comme viser la proie. Et bien, effectivité, c'est justement cette transformation, métamorphose de n'importe quel X comme matière substituable, cette substituabilité même effectuée, le moment où d'effectuation s'appelle cause efficient, c'est ça. On ne peut pas être plus clair dans l'explication, mais on peut en donner des autres descriptions phénoménologiques, bien sûr. Et c'est Heidegger qui travaille sur quatre causes, n'est-ce pas? Éon, ce qui est toujours là, éon, comme le temps éternel. Et il y a une éternité des actes temporaux, et il y a le temps que nous connaissons, le temps qui prend, qui se donne pour réussir une chasse, par exemple. C'est autre chose, c'est une image de l'éternité, comme disait Platon cette fois-ci. Si la cause, au fond, n'était que le temps éternel, cause, c'est-à-dire les lois abstraites, les formes, les lois, eidos, les essences, qui se varient par retention et protension, par tension, par contraction. Un temps contracté, c'est le moment où on trouve l'X en tant que X et qu'on le renomme. C'est ça, donner des noms comme premier acte donateur de l'homme, nommer les choses, aussi y entre dans le processus, et même l'essence même de conceptualisation et d'instrumentalisation et de la signification, c'est-à-dire donner un sens à une matière informe,
L'informel, c'est le nommé. Voilà, tout Moyen-Âge, tout nominalisme, tous les universaux et singuliers aussi résolus maintenant, après Aristote de premières âges, donc l'Antiquité, Moyen-Âge aussi résolu, et à travers l'explication sur le langage ou les pronoms, n'est-ce pas, appellation, et non pas par le nom, mais par le pronom, c'est-à-dire ceci ou cela. Donc tous les Shiftung des signifiants vides, la pronominalisation est résolue donc toute logique de soi, mais en vue de verbe, c'est-à-dire l'acte, c'est-à-dire l'efficience, l'effectivité. On dirait aujourd'hui performativité, valeur de performance, valeur de performance, dont Lyotard avait l'horreur du mot, mais performance, c'est speech act. Donc, une chasse, un fragment le plus anodin d'occupation humaine, c'est une speech act, c'est un acte de parole. C'est pour ça que mon poème de tendre âge disait qu'un pierre est une promesse donnée à un oiseau, c'est archi juste, archi juste. Et même la justice même, l'explication même de justice, théorie de justice, c'est-à-dire adéquation, être adéquate à quelque chose, correspondre à quelque chose, peut-être momentanément, c'est ça, le jeu du temps ou la ruse du temps, les choses se correspondent momentanément. C'est pour ça qu'on se moue peut-être dans l'éternité, dans la forme éternelle, immuable, disons, entre guillemets, selon la métaphysique, mais on en meut, disons, on bouge dans le temps, c'est-à-dire fini dans le champ de la finitude, à la fois au sens de chanson, dans une chanson qui a un début et la fin, qui a une fin, qui a une moyenne et fin, un rapport de fin moyen, une chansonnette, et un chant épique, épopée, accompagné de danses et de cris communaux, à la fois un chant au sens de chant de blé, c'est-à-dire un chant découpé de la nature informe à travers les limites d'une enceinte de la ville, une ville ou une habitation, un Wochenende, un séjour sur terre bizarre de l'homme, étrange chose, n'est-ce pas, ce séjour de l'homme sur terre, le mot également étrange chose sur terre, il faut que, on dirait qu'on espère que là où il n'y a pas de mot, c'est-à-dire là où la forme nous manque et la chose, entre guillemets, non plus n'existe. C'est ça le poème interprété de Stefan Georg par Heidegger. Là où le mot manque, la chose ne soit, pour le retraduire en français. Voilà, toute la métaphysique heideggerienne, et surtout ce compte Heidegger, y est expliqué aussi, dans ce petit matin, à l'aube, à la levée du soleil, qui va aveugler bientôt tous les humains et qui va le faire tomber dans la temporalité temporante, où la limite de la nuit et du jour s'abîme et s'entame comme un passage de l'éternité vers le temps, c'est-à-dire chute dans le temps. Une petite idée que j'ai proférée aujourd'hui à l'ami, Derrida dans son commencement, même avant le commencement, eut
ses lectures, n'est-ce pas? Il était sauvage, un enfant sauvage, et il est devenu domestiqué complètement. Mais c'était volontaire, un choix délibéré, non pas être reconnu aux États-Unis, non, mais vraiment percer du cœur la chose même, c'est-à-dire Harvard Legal Studies, qui était déjà quelque chose d'énorme, une nation constitutionnelle qui croit tellement à la loi, au droit, et qu'il est tellement prêt à en discuter, la jurisprudence, les prémices et tout, et en connexion avec ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les textes exégétiques des religions, grandes religions, bien sûr, du monothéisme, du christianisme en fondation, et en plus en littérature, ouverte à la littérature. Et il est entré par cette grande voie, Jacques Derrida, et solennellement, il a fait son parabole sur Kafka, devant la loi. Eh bien, cette entrée au Harvard Legal Studies, qui était comme quelque chose de viral, et qui a eu des répercussions dans toutes les sciences sociales. Et du côté des études littéraires dites critiques, littéraire French literature, effectivement, dans le moindre mesure, les études féministes, études culturelles ont participé à son renommée, qui ne veut rien dire, à sa méthode, à l'étendue d'effectivité de cette démarche qui est indépendamment de lui, avait la tendance de se propager, de s'infecter tous les domaines, n'est-ce pas? Une virus déconstructif, c'est ça. Vous le laissez libre et dans un pays de laisser faire, laisser passer, qui est un grand mensonge par rapport aux pratiques, effectivement, pour conclure, n'est-ce pas, le crise mexicain dans la frontière Mexique-Amérique, n'est-ce pas? Et jamais, il ne faut jamais prendre sérieux, au sens ontologique, métaphysique du terme, ce précepte américain qui est obligatoire pour devenir américain, pour avoir une ressemblance américaine, une identité tout simplement américaine. Il faut participer à cette idée de laisser faire, laisser passer. Et jamais cette promesse illusoire, même pas idéaliste, à mon avis, qui se croit peut-être idéaliste, humaine, non, parce que l'action première, c'est la propriété privée, et ce qui sont laissés passer et faire en premier, c'est-à-dire ceux ayant droit. Là, le droit entre en vigueur, le droit de la propriété, protection de la propriété, effectivement, c'est ça. Une contrebalance de laisser faire, laisser passer, le droit strict, mais à se faire interroger, toujours. C'est jurisprudence et tout au sens classique, mais plus qu'une jurisprudence, mais parce qu'il s'agit d'une université, entre guillemets, spéculatif. Pourquoi entre guillemets? Parce que l'essence de l'université allemande rêvait, idéalisée par les Allemands à l'époque de Hegel, donc crise post-romantique, kantien, parce que les fondations étaient esquissées dans le conflit des facultés,
une faculté spéculative qu'on appelle philosophie, donc aujourd'hui représentée à Harvard dans les Legal Studies. Et c'est ça. Parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas. En France, et ça n'a jamais existé. Le Collège de France, effectivement, c'est une façade pour Foucault, et qu'il a bien su de la détourner dans son discours à l'entrée solennelle, etc. Il faut pleurer, il faut rire. Non, il faut garder la lucidité. Il y avait une porte ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire une porte ouverte? Une porte étroite, oui. Une porte étroite messianique, oui. Pour rire, oui. Mais une sérieuse ouverture de l'Occident gardée, je ne sais pas, effectivement, il faut chercher l'historique de Harvard Legal Studies. C'est pas l'initiation de qui et soutenance perpétuelle en permanence de qui, n'est-ce pas? Derrida cite des noms, bien sûr, à tout instant, et les sollicite et l'encourage de le continuer, mais il n'en manque pas de mettre en brèche, n'est-ce pas, tous ces legal studies. C'est très plus compliqué ça, peut-être, oui, mais mettre en brèche, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il en fait partie, à condition que ces études s'élargissent, deviennent déconstructives, deviennent plus littéraires. Pourquoi littéraires? Non pas pour des raisons esthétiques, rien à voir. D'abord, les États-Unis ont cette chance d'avoir un sens de laïcité assez différente de l'Europe, et c'est plus aux antipodes de la France, et un peu plus différent que l'Allemagne, dont il est issu, sûrement, effectivement. Il y a une liberté, des universités allemandes dues à l'autonomie fédérale aujourd'hui, mais dans ses débuts universitaires allemands, c'était en théorie, à part entière spéculatif et en vue de l'idée, développement de l'idée ou Geist, au service du Geist, donc au service de la science, Wissenschaft. Eh bien, être fonctionnaire d'une science, seulement fonctionnaire humble, c'est autre chose, c'est faiseur de science, c'est autre chose. Donc, Harvard a gardé cette ouverture, réceptivité entre luthérien, recevoir la critique, studium d'efforts, d'études sérieuses, participation active, et bien ce qu'on appelle le cœur du monde. Alors, j'idéalise sûrement, je caricaturise, j'idéalise sûrement, le cœur du monde, ça veut dire pulpe. Le cœur du cœur, le noyau. Donc, il a atteint ce noyau, à mon avis, et ça propageait. Maintenant, c'est devenu plus que ridicule, parce que j'en témoigne à des petits tweets qui disent que, bon, d'abord Foucault, ensuite Derrida et quelques autres encore, il ne compte même pas du philosophe Deleuze qui sera fantasque. C'est une honte de le lire. Eh bien, eux, ils sont des marxistes cachés. C'est-à-dire qu'ils ne font pas comme les anciens marxistes contre lesquels le McCarthyisme agissait, parce qu'ils sont indiscernables. Ils ne luttent pas pour la lutte de classe, ils ne luttent pas pour l'inégalité sociale ou
économiques, ils ne raisonnent pas en termes économiques, ils entrent en philosophie, en métaphysique, par la porte derrière, par la porte dérobée, backdoor. Eh bien, il faut prendre en garde, il faut être orgueilleux, il faut les interdire de les universités. Voilà, aujourd'hui. Je parle de ce jour-ci, les tweets d'aujourd'hui. Donc, propagation du virus est telle que maintenant, les États-Unis, les plus conservateurs, les plus républicains ont pris la conscience de danger que l'Académie américaine, aussi privée que soit ou aussi publique que soit, est en otage par les French Theory, qui veut rien dire pour nous, mais qui veut dire quelque chose d'énorme pour eux, pour les Américains, pour les étudiants et leurs pauvres professeurs, oui. Il faut qu'ils travaillent encore plus, effectivement. Ce qui est bizarre, enfin, je parle de la Turquie, hein, je ne parle pas de la France, c'est une langue adoptée, le français que j'adore, pour moi. Et en France, les choses ne fonctionnent même pas comme ça. C'est-à-dire une ignorance et un silence total, un oubli, un refoulement primaire. C'est un travail de deuil primaire qu'on est en train de vivre en France par rapport à ces grands théoriciens French Theory. Un silence. Après le tempête, silence. On attend le faux Messie cette fois-ci. Ben, vous avez déjà beaucoup de Messi. Messi, c'est pas le nombre de footballeurs Messi en Turquie très connu. Hein. Les gens, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils prononcent des mots qui ne connaissent pas le sens. Enfin, bon, il faut que je m'arrête parce que j'avais dit de bonne humeur.